Although Britain was at war, there was very little sign of it in the fields and lanes of Kent, Surrey, and Sussex during those early days of August 1940. Life carried on with a quietness that bordered on denial. Farmers worked their land. Children played in the summer heat. The hedgerows were thick and green, and the English Channel glittered under a cloudless sky. It was the kind of peace that makes what comes next all the more terrible, because on the morning of Thursday, August the 8th, a decisive new phase began, in what would come to be known as the Battle of Britain and the World. Those farmers and those children knew that peaceful world of lanes and hedgerows and shimmering water was about to be torn apart from the sky. During the previous weeks, the German Air Force, the Luftwaffe, had been concentrating its efforts on British shipping in the English Channel, with scattered sorties against the south and east coasts. But from the 8th of August, the attacks took on a new and terrifying intensity. During the previous night, a convoy of slow-moving merchant ships, escorted by Royal Navy destroyers, had started through the channel. The Germans detected them, and early the next morning, waves of Stuka dive bombers, flanked by fighter escorts, fell upon the convoy. 7 squadrons of Hurricanes and Spitfires scrambled to meet them. They brought down 31 German planes for the loss of 19 of our own 7 merchant ships were sunk. Many more were damaged. This was to be the pattern of attack in the Channel during the days that followed. Meanwhile, in Berlin, plans for the invasion of Britain were being pursued with cold efficiency. Hitler had hoped that with the fall of France, an isolated Britain might be glad to make a peace pact with him. When Churchill bluntly declined the offer, Hitler decided to invade at the earliest opportunity. The plan was methodical and merciless. Phase 1, knock out the Royal Air Force, thereby gaining control of the air and sea lanes across the Channel. Puis, appliquer des tactiques de blitzkrieg, détruire toutes les lignes de communication et de transport, et surtout, obtenir et conserver la maîtrise totale de l'air. Phase 2, la destruction des défenses côtières, suivie de largage massif de troupes aéroportées par la Luftwaffe pour s'emparer des aérodromes et établir des têtes de pont. Phase 3, l'invasion proprement dite, les divisions blindées traverseraient à grande vitesse sur des barges sous la protection des chasseurs de la Luftwaffe, puis des pointes de troupes débarquées s'enfonceraient profondément en Angleterre pour diviser, encercler et détruire toute opposition. Sur le papier, cela paraissait irrésistible. En pratique, tout dépendait d'une seule chose, la maîtrise de l'air. Et, à coup sûr, il semblait y avoir très peu d'opposition à surmonter dans toute la Grande-Bretagne. Il ne restait pas assez d'équipement pour une seule division moderne, à peine un char pour 1000 miles carrés de territoire. Une seule mitrailleuse pour chaque mille de plage. La marine britannique existait bien sûr, mais elle était dispersée aux 4 coins du globe pour protéger les routes vitales d'approvisionnement et de nourriture. De toute façon, il aurait été suicidaire d'engager la flotte dans les eaux étroites de la Manche, avec les forces allemandes dominant le ciel. Il y avait la Royal Air Force, mais elle était inférieure en nombre à l'ennemi, 10 contre 1, tant en hommes entraînés qu'en appareils. Et puis, il y avait le peuple britannique lui-même. Comment réagirait-il en cas d'invasion? Depuis la chute de la France, il ne faisait aucun doute pour eux qu'une tentative aurait lieu et qu'elle pouvait survenir à tout moment. Ils savaient que chaque homme, chaque femme et chaque enfant du pays serait une cible. Et ils se mirent donc à se préparer, non pas avec hystérie, mais avec une résolution sombre et obstinée. Pour la population civile, la défense du front intérieur était le maître mot, être prêt pour l'assaut chaque fois qu'Hitler déciderait de le lancer. À Berlin, c'était précisément ce dont Hitler et ses généraux discutaient. Les derniers détails étaient apportés au plan de l'opération Lion de mer, la stratégie d'Hitler pour l'invasion de la Grande-Bretagne. Le moment était venu pour la phase 1 de commencer. Göring. Il envoya des centaines d'appareils de tout type bombardiers, chasseurs, bombardiers en piqué à travers cette étendue de 21 milles de la Manche, à peine à 8 minutes de distance. Les premières tactiques consistaient à bombarder les convois transportant vivres et munitions depuis l'étranger à destination des ports de Bristol, Southampton et Londres. Des avions allemands avaient déjà mené des raids dispersés durant le mois de juillet, mais il s'agissait là de la première attaque pleinement concentrée. Le 8 août, la phase suivante de la bataille d'Angleterre avait véritablement commencé. Göring avait promis que la Luftwaffe rencontrerait peu d'opposition de la part de la RAF et qu'elle pourrait rapidement la balayer du ciel. Cependant, il y avait un problème, et c'était un problème qui allait s'avérer fatal aux plans allemands. La Royal Air Force, d'où 1940, était bien différente de la formation maléfique
équipés qu'Hitler avait connus au moment de Munich, 2 ans plus tôt. En 2 ans, la production aéronautique britannique avait explosé. De nouveaux chasseurs, plus rapides, plus manœuvrables, plus meurtriers, sortaient des chaînes de montage qui tournaient jour et nuit, et les hommes qui les pilotaient avaient été formés à un niveau que la Luftwaffe allait découvrir à ses dépens. Là, de manière difficile. Les journées d'août 1940 furent absolument cruciales pour la Grande-Bretagne comme pour l'Allemagne, et en réalité pour l'avenir du monde libre. Le ciel du sud de l'Angleterre devint un champ de bataille quotidien pour les avions de chasse. C'était une époque de guerre, peut être la dernière, où les combats se menaient presque à titre personnel par à peine une poignée d'hommes, plutôt que par des armées de soldats anonymes. Ces quelques-uns tinrent en échec les forces nazies largement supérieures et offrirent à la Grande-Bretagne le répit dont elle avait si désespérément besoin pour remettre ses défenses à niveau. Pendant ce temps, les bombardiers allemands continuaient de pilonner la côte depuis la Tamise, à travers le Kent et le Sussex, jusqu'à Weymouth et au-delà. Au cours des 10 premiers jours de cette phase seulement, les Allemands lancèrent pas moins de 26 attaques majeures. Durant cette période, leurs pertes d'appareils furent 4 fois supérieures aux nôtres et jusqu'à 60 des pilotes britanniques qui s'étaient éjectés furent secourus avec succès par le service de sauvetage aérien en mer, des hommes entraînés et expérimentés, heureusement capables de reprendre le combat, contrairement aux pilotes allemands que nous repêchions dans l'eau. Les Allemands tournèrent alors de plus en plus leur attention vers les villes portuaires, Southampton, Plymouth et d'autres, cherchant à immobiliser les ports avant que les approvisionnements venus d'outre-mer ne passent d'un filet à un flot. Bien que les ports aient subi un assaut terrible, ils ne purent être neutralisés et les cargaisons vitales continuèrent d'être déchargées sous la protection de la RAF au-dessus. Il semblait que s'attaquer aux Hurricanes et aux Spitfire en vol ne fonctionnait tout simplement pas. Si bien que Göring décida de les anéantir au sol, sur des aérodromes tels que Hawking, Manston, Tangmere et Biggin Hill, des noms qui allaient devenir familiers aux citoyens britanniques. De nombreux avions furent sauvés en étant stationnés dans les coins des terrains d'aviation, près des arbres et des haies, au lieu d'être laissés exposés sur les pistes en attendant la prochaine sortie. Le coût pour les assaillants allemands fut élevé, et de nombreux pilotes entraînés terminèrent leur guerre comme prisonniers. Ce fut une période frustrante pour les dirigeants nazis sur un front de 2000 miles, de la Norvège à la Normandie. Le programme du Blitz était entravé parce que la RAF continuait de voler. Hitler fit venir le maréchal Göring et lui ordonna de mettre rapidement fin à la résistance britannique. Cela retardait sérieusement ses plans d'invasion avant la mi-septembre et la fin de l'été. Göring ordonna donc des attaques totales, non seulement contre les aérodromes plus à l'intérieur des terres, mais aussi contre les usines, les ateliers et tout ce qui alimentait l'industrie aéronautique. S'il ne pouvait pas anéantir la RAF dans les airs, il espérait la vaincre par asphyxie sur les chaînes de montage. Il adopta la tactique consistant à utiliser proportionnellement davantage de chasseurs par bombardier, afin que les bombardiers soient bien protégés pour accomplir leur mission, escortés de chasseurs tout autour d'eux. Ils furent capables de percer les défenses côtières par la seule force du nombre et d'atteindre l'intérieur des terres plus loin qu'ils n'y étaient parvenus jusqu'alors, bombardant des aérodromes, des usines d'avions, des fabriques de munitions et des ateliers de mécanique. Et pourtant, le moral de la population se maintenait à un niveau remarquable. Leur système de défense s'améliorait rapidement. Des postes d'observation et d'écoute furent installés tout le long de la côte, en plus du radar. Tout cela contribuait à détecter l'approche de l'ennemi avant même que les Allemands aient quitté le continent. Un rapide signal d'un poste de contrôle vers la base de chasse la plus proche et les pilotes britanniques étaient en route pour accueillir l'ennemi avant qu'il n'atteigne les côtes de la Grande-Bretagne, l'interceptant encore au-dessus de la Manche. Jour après jour, des combats aériens se livraient dans le ciel, à 6 ou 8 kilomètres au-dessus des campagnes du Kent et du Sussex, parfois hors de vue et souvent hors de portée des observateurs au sol. Les pilotes continuaient de voler, ne grappillant que quelques heures de repos avant de repartir en mission. Cela se prolongeait parfois pendant des jours. C'étaient de jeunes hommes, pour la plupart à peine sortis de la vingtaine, et ils portaient sur leurs épaules le poids de la survie d'une nation. Chaque fois qu'ils montaient dans le cockpit, ils savaient que les probabilités étaient contre eux, et pourtant, ils y montaient quand même. Aux yeux des dirigeants nazis, leur plan d'invasion n'avançait guère sur un front de 2000 miles, de la Norvège à la Normandie. Le programme du Blitz était contrarié par une force qui, selon tout calcul rationnel, aurait déjà dû être détruite. Hitler avait déjà été contraint de reporter la date prévue de l'opération Sea Lion, son plan d'invasion et d'occupation de la Grande-Bretagne. La RAF n'aurait plus dû voler, mais elle le faisait, et ce fait unique et obstiné était en train de tout compromettre.
Le moment était venu d'employer une tactique différente. L'objectif était clair et simple, écraser et dévaster l'esprit et le moral de la population afin de rendre impossible la poursuite de la guerre contre les nazis. Cela commença dans l'après-midi du samedi 7 septembre. Le son des sirènes, que les Londoniens avaient entendu de temps à autre, en plein jour durant le mois d'août, allait désormais faire partie de la vie quotidienne, jour et nuit, de chaque enfant, femme et homme de la capitale pendant plus de 100 nuits consécutives. Il s'accompagnait du grondement des bombardiers ennemis, du tir de la DCA et du sifflement et de l'explosion des bombes. Des bombes explosives furent larguées par milliers. Pour la Luftwaffe, il n'était plus question de prétendre ne viser que des objectifs militaires. Et à leur surprise, ainsi qu'à celle des nations neutres, et parfois même à celle des Londoniens eux-mêmes, la population fit preuve de résistance tout au long de la semaine suivante. Göring envoya flotte après flotte de bombardiers pour briser le moral des habitants, mais sans succès. Il décida alors de jeter toute la puissance de sa Luftwaffe dans l'une des plus grandes attaques aériennes jamais menées. C'était un dimanche, le 15 septembre 1940, un jour qui allait devenir l'un des plus célèbres de la bataille d'Angleterre. C'était une magnifique journée d'été, lorsque sa flotte de 500 bombardiers et chasseurs survola la Manche et franchit la côte anglaise. Les Londoniens, en promenade dominicale, ignoraient qu'une bataille historique en 3 dimensions se livrait à mort dans le ciel au-dessus d'eux tout au long de la journée, sur un front de 60 miles de long, large de 40 miles et haut de 5 à 6 miles. Durant la première demi-heure seulement, 200 combats individuels avaient déjà eu lieu. L'ampleur même de l'affrontement était stupéfiante. Des centaines d'appareils tournaient, plongeaient, tiraient et s'abattaient dans un volume de ciel s'étendant de la côte de la Manche jusqu'au cœur de la capitale. Certains avions allemands percèrent les défenses de Londres. Quelques-uns atteignirent le ciel au-dessus du centre-ville. Mais partout où ils se dirigeaient, les chasseurs de la RAF étaient là pour les intercepter. Ce ne fut que lorsque la plupart des gens furent rentrés chez eux ce soir-là et eurent écouté leur poste de radio qu'ils apprirent l'existence de la bataille aérienne la plus décisive de la guerre. Les premiers rapports surestimèrent le nombre d'appareils allemands abattus. Ce n'est que bien plus tard que ce chiffre fut révisé à la baisse. Néanmoins, ce fut un coup mortel porté à la Luftwaffe et au plan d'Hitler d'envahir la Grande-Bretagne le 17 septembre. À peine 2 jours plus tard, l'invasion fut reportée indéfiniment, mais les bombardements ne cessèrent pas. La politique militaire nazie se tourna désormais vers la destruction de la capitale, principalement de nuit. La RAF ne pouvait guère être d'un grand secours dans l'obscurité. Tout reposait sur l'efficacité des projecteurs et la précision de la DCA. Les bombardiers allemands concentrèrent particulièrement leurs attaques sur les Docklands de Londres, transformant l'East End en un brasier rugissant. Mais certains éléments donnaient de l'espoir à la population. Les bombardiers britanniques portaient le Blitz jusque dans son pays d'origine. Hitler, furieux, qualifia la RAF de gangsters de la nuit et, pour ce crime, il jura d'infliger aux villes britanniques une vengeance au centuple. La première cible de cette vengeance fut la ville de Coventry. Dans la nuit du 14 novembre, 1 million de livres de bombes furent largués sur la ville. Entre le crépuscule de cette nuit-là et l'aube suivante, Coventry fut bombardée plus intensément et plus lourdement que Rotterdam ou Varsovie. Sa cathédrale ancienne fut réduite à un squelette de pierre, ses usines furent éventrées, ses rues devinrent méconnaissables, et pourtant la destruction presque totale de Coventry et d'autres villes telles que Plymouth ne rapprocha pas la guerre d'un second de sa fin. Pour les Allemands, si tant est que cela ait eu un effet, cela n'a fait que renforcer la détermination d'une population qui avait déjà décidé qu'elle ne céderait pas. Pendant 109 nuits consécutives, une partie de Londres ou une autre fut sauvagement bombardée. Les habitants endurèrent cela avec un stoïcisme qui stupéfia le monde. Ils se réfugiaient dans les stations de métro, dans les sous-sols, dans des abris Anderson creusés dans les jardins. Chaque matin, ils émergeaient dans des rues qui ne ressemblaient en rien à celles qu'ils avaient connues la veille au soir, et ils allaient travailler. Mais de façon inattendue, une nuit, les citoyens eurent leur première nuit de répit, le 25 décembre 1940, jour de Noël. Ce fut une pause incroyable, mais seulement une pause. Les bombardements reprirent peu après. Dans les jours qui suivirent, cependant, les habitants prirent conscience que les raids devenaient plus courts et moins fréquents, si bien qu'au printemps, ils avaient presque disparu. Puis, presque sans prévenir, le Blitz revint avec une fureur redoublée. Pour beaucoup, cela sembla pire que tout ce qui avait précédé. Alors que des millions de bombes incendiaires s'abattaient sur la capitale en quelques minutes, plus de 1500 zones de la ville s'embrasèrent, les flammes se rejoignant en un gigantesque incendie, le plus grand depuis le grand incendie de Londres, près de 300 ans auparavant. Sous terre, dans les stations de métro et les abris, les Londoniens eurent l'impression de revenir 4 mois en arrière. Il semblait qu'ils devraient tout endurer à nouveau. Mais le lendemain, à la stupéfaction générale, il n'y eut pas de sirène. Ils ne le savaient pas encore, mais Hitler s'était détourné de la Grande-Bretagne pour entreprendre la conquête de la Russie. La bataille d'Angleterre avait finalement été gagnée, mais pas par Hitler.
il avait perdu 2, 3, 7, 5 avions et équipages. Pour la première fois depuis près d'un an, les Allemands avaient goûté à la défaite. Ils avaient frappé la Grande-Bretagne de toute leur puissance redoutable. Ils avaient tué plus de 4,0000 Britanniques et en avaient gravement blessé 5,0000 autres. Mais dès le début, pas un seul soldat nazi n'avait posé le pied en envahisseur sur le sol de la Grande-Bretagne continentale. La bataille d'Angleterre et ceux qui l'ont remportée ont aussi offert au monde une année de temps précieux pour se préparer à la victoire finale le 20 mai 1942. Des stations d'écoute alliées à travers le Pacifique captèrent un long message radio codé de l'amiral Yamamoto à sa flotte. Les services de renseignement américains le déchiffrèrent et ce qu'il révélait était stupéfiant. La marine japonaise s'apprêtait à lancer une puissante attaque contre l'atoll de Midway, au centre du Pacifique, avec une attaque de diversion secondaire contre les Aléoutiennes plus au nord. Dutch Harbor, dans les Aléoutiennes, serait frappé le 3 juin et Midway le lendemain. Yamamoto avait engagé presque toute la flotte japonaise dans son plan, 160 navires de guerre, dont 8 porte-avions, avec plus de 400 avions embarqués. L'amiral Nimitz, commandant de la flotte américaine du Pacifique, savait que les chances étaient fortement contre lui, mais il misa tout sur sa confiance dans le porte-avions et sa capacité à frapper à longue distance. Nimitz divisa ses forces en 2 groupes de combat, la Task Force 16, avec les porte-avions Hornet et Enterprise, et la Task Force 17, avec le porte-avions Yorktown. Prévenus par les renseignements, ils étaient en position bien avant que les sous-marins japonais n'aient établi un cordon à l'ouest d'Hawaï pour surveiller la flotte américaine. La garnison de Midway avait été renforcée et, durant la nuit précédente, des forteresses volantes avaient atterri à Midway, à 7H00. Elles se trouvaient sur la piste en cours de ravitaillement. Une fois l'ennemi repéré, elles seraient en place et prêtes pour la patrouille à l'aube. L'enseigne de vaisseau Jack Reed, aux commandes d'un hydravion Catalina basé à Midway, scrutait l'horizon à la recherche de signes de la flotte ennemie. À 09H00, il repéra les navires de transport et les croiseurs d'escorte de la force d'invasion japonaise. Il ordonna qu'une attaque soit lancée par les Big-7 Flying Fortress, basés à Midway. Alors que les bombardiers s'ébranlaient sur la piste, une nouvelle parvint à l'amiral Fletcher. L'attaque de diversion japonaise était déjà en cours. Aux premières heures du matin, les Japonais avaient attaqué les îles Aléoutiennes. Des bombardiers torpilleurs et des chasseurs Zero du porte-avions Ryujo attaquèrent la base américaine de Dutch Harbor sur l'île du Alaska, infligeant des dégâts aux dépôts de carburant, aux baraquements, à l'hôpital et à une église. Mais Nimitz ne se laissa pas tromper. Il refusa de détourner de grandes forces vers le nord, loin de Midway. Le 4 juin, la principale proie de la flotte américaine, la force de frappe des porte-avions japonais sous les ordres de l'amiral Nagumo, zigzaguait dans un épais brouillard, totalement inconsciente de la flotte de Fletcher en embuscade. Aux premières heures du matin, ils atteignirent des conditions calmes et dégagées à 04H30. Nagumo lança sa première attaque. 108 appareils décollèrent des porte-avions pour attaquer Midway. Ils furent immédiatement repérés par le radar de l'île. Les chasseurs Zero apparurent derrière les nuages et les défenses de l'île entrèrent en action. Les chasseurs de Midway décollèrent pour engager l'ennemi. Des dégâts considérables furent infligés aux bâtiments de l'aérodrome et à la garnison, mais la piste resta intacte, et cela changea tout. Nagumo se retrouva alors dans un dilemme. Sa première attaque n'avait pas neutralisé l'aérodrome comme prévu. Il restait opérationnel. Une seconde attaque aérienne était nécessaire. Mais avant qu'il ne puisse prendre une décision, les Américains décidèrent pour lui. Les bombardiers venant de Midway arrivèrent au-dessus de ces navires et les attaquèrent. Bien qu'ils n'infligent aucun dommage à la flotte, ils modifièrent le cours de la bataille. Le commandant japonais ordonna que sa seconde vague de bombardiers torpilleurs soit réarmée avec des bombes pour une nouvelle attaque sur Midway. À 07H28, soit seulement 15 minutes après avoir ordonné de faire descendre ses appareils dans les hangars, l'un des avions de reconnaissance de Nagumo repéra 10 navires de guerre américains à environ 335 km au nord-est des porte-avions japonais. Ironiquement, cet avion avait décollé avec 30 minutes de retard ce matin-là. S'il était parti à l'heure, il aurait repéré la flotte américaine 30 minutes plus tôt et aurait transmis l'information avant que les bombardiers torpilleurs ne soient descendus pour être réarmés. Dans ce cas, Nagumo aurait presque certainement lancé ses appareils contre la flotte des États-Unis et le cours de la bataille, ainsi que celui de toute la guerre dans le Pacifique, aurait pu être très différent. En l'occurrence, Nagumo se retrouva face à un nouveau dilemme. Devait-il tourner son attention vers les navires américains ou se concentrer sur Midway? Et, à l'insu de Nagumo, Fletcher avait déjà lancé ses appareils et s'apprêtait à attaquer.
À tout moment, Fletcher avait ordonné au Hornet et à l'Enterprise d'avancer pour frapper, tandis que le Yorktown attendait de récupérer ses avions de reconnaissance. À 07h00, le Hornet et l'Enterprise, encore très éloignés des porte-avions japonais, lancèrent 152 appareils. Ils savaient que les Japonais faisaient atterrir des avions après l'attaque sur Midway. Ils prenaient un énorme risque en décollant d'une distance aussi dangereusement longue. Mais ce que ces pilotes ignoraient, c'est que Nagumo avait changé de cap lorsqu'il avait décidé de réarmer ses appareils. En conséquence, les premières vagues eurent du mal à localiser leur cible. À 0928, les premiers avions torpilleurs américains du Hornet apparurent au-dessus de la flotte japonaise, plongeant à l'attaque. Les Japonais lancèrent leurs zéros pour tenter de repousser les bombardiers et un combat féroce et sanglant s'engagea dans le ciel. À 09h45, une autre vague de bombardiers torpilleurs arriva de l'Enterprise, suivie d'une autre du Yorktown à 10h15. Les pertes américaines furent effroyables. Les zéros et la DCA des navires faisaient des ravages. Seuls 4 appareils de la première vague de l'Enterprise réussirent à regagner le porte-avions. Les équipages du Hornet et du Yorktown subirent des pertes tout aussi lourdes. Ceux qui réussirent à revenir durent affronter la tâche terrifiante d'apponter un avion endommagé par le combat sur le pont mouvant d'un porte-avions. Mais ce que les bombardiers torpilleurs avaient fait, sans le savoir, c'était attirer les zéros japonais au niveau de la mer. Chaque chasseur était descendu pour s'occuper des attaquants volant à basse altitude, laissant le ciel au-dessus complètement dégagé. Le sacrifice de ces équipages de bombardiers torpilleurs, des hommes qui s'étaient jetés dans un mur de feu en sachant qu'ils n'avaient presque aucune chance de survie, avaient involontairement créé l'ouverture qui allait décider de la bataille. C'est l'un des moments les plus déchirants et déterminants de l'histoire de la guerre navale. Le lieutenant-commandant McCluskey scrutait le Pacifique bleu étincelant au nord-est de l'île de Midway. Il dirigeait 33 bombardiers en piqué de l'Enterprise et il était perdu. Là où il s'attendait à trouver l'ennemi, il n'y avait rien. Ces avions devraient bientôt faire demi-tour faute de carburant. Mais McCluskey eut une intuition. Il décida de poursuivre sa recherche un peu plus à l'ouest, et ce pari paya. Nimitz décrirait plus tard cela comme la décision la plus importante de toute la bataille. Quelques minutes plus tard, McCluskey repéra le sillage d'un destroyer ennemi et le suivit. Un peu après 10h00, il trouva les porte-avions japonais. Les premières vagues de bombardiers torpilleurs qui avaient attaqué auparavant avaient subi des pertes catastrophiques. La plupart avaient été abattus par les zéros, mais ce sacrifice avait attiré la couverture de chasse japonaise vers le bas, permettant aux bombardiers en piqué de McCluskey d'arriver complètement inaperçus, rejoints par 17 autres bombardiers en piqué du Yorktown. McCluskey ne pouvait pas arriver à un meilleur moment. Les ponts des porte-avions japonais étaient encombrés de près de 100 appareils, ravitaillés et armés alors qu'ils se préparaient pour leur propre attaque contre les porte-avions américains. Et tandis que ces porte-avions japonais se mettaient face au vent pour lancer leurs appareils, 50 bombardiers en piqué américains surgirent du ciel. Les premiers impacts transformèrent les porte-avions Akagi, Kaga et Soryu en torches en flammes. En quelques minutes, la majeure partie de la première flotte aérienne japonaise fut anéantie. Le 4e porte-avions, Hiryu, survécut et tenta une contre-attaque désespérée. À 12h00, il lança ses avions contre le Yorktown. Malgré des manœuvres désespérées, le Yorktown encaissa plusieurs coups directs. Elle lutta durement pour survivre, mais ce fut en vain. À 14h40, après un nouveau coup direct de torpille, le Yorktown était si gravement endommagé que Fletcher n'eut d'autre choix que d'abandonner le navire. Il transmit le commandement à l'amiral Spruance, commandant de la Task Force Size. À 17h00, Spruance lança ses appareils depuis le Hornet et l'Enterprise pour attaquer le Hiryu. 4 coups directs mirent ses ponts en flammes. Le Hiryu fut irrémédiablement endommagé dans la nuit du 4 juin, tandis que les équipages américains préparaient leurs appareils pour la bataille du lendemain. Les porte-avions japonais Soryu et Kaga coulèrent au fond de l'océan. À l'aube du 5, la nouvelle arriva que le Hiryu, brûlant toujours comme une torche, sombrait rapidement. Peu après, des rapports confirmèrent que le dernier porte-avions restant, l'Akagi, avait subi le même sort. 4 des meilleurs porte-avions japonais avaient disparu. Le 6 juin, Yamamoto donna l'ordre d'une retraite générale, mais non sans que des avions américains attaquent 2 croiseurs japonais, en coulant un et en endommageant gravement l'autre. Le matin du 7, des équipes de contrôle des avaries montèrent à bord du Yorktown pour tenter de le sauver, mais il fut torpillé par un sous-marin japonais et envoyé par le fond. Si les deux camps avaient revendiqué la victoire lors de la précédente bataille de la mer de Corail, il ne pouvait y avoir aucun doute concernant Midway. Les États-Unis avaient détruit la principale force de frappe japonaise, 4 porte-avions et un croiseur lourd.
322 appareils et près de 5000 hommes et officiers. La flotte américaine du Pacifique, loin d'être détruite comme Yamamoto l'avait promis, avait remporté une victoire remarquable et, comme cela arrive souvent dans l'histoire militaire, elle l'avait obtenue face à un ennemi largement supérieur en nombre. Si l'effort japonais fut compromis par une mauvaise stratégie, des erreurs tactiques et la malchance, les Américains bénéficièrent d'un excellent renseignement, d'une organisation aéronavale efficace, d'un commandement tactique solide et surtout d'une grande part de chance. Malgré la perte d'un porte-avions, de 137 appareils et de 307 hommes. Elle lutta durement pour survivre, mais ce fut en vain. À 14h40, après un nouveau coup direct de torpille, le Yorktown était si gravement endommagé que Fletcher n'eut d'autre choix que d'abandonner le navire. Il transmit le commandement à l'amiral Spruance, commandant de la Task Force Size. À 17h00, Spruance lança ses appareils depuis le Hornet et l'Enterprise pour attaquer le Hiryu. 4 coups directs mirent ses ponts en flammes. Le Hiryu fut irrémédiablement endommagé dans la nuit du 4 juin, tandis que les équipages américains préparaient leurs appareils pour la bataille du lendemain. Les porte-avions japonais Soryu et Kaga coulèrent au fond de l'océan. À l'aube du 5, la nouvelle arriva que le Hiryu, brûlant toujours comme une torche, sombrait rapidement. Peu après, des rapports confirmèrent que le dernier porte-avions restant, l'Akagi, avait subi le même sort. 4 des meilleurs porte-avions japonais avaient disparu. Le 6 juin, Yamamoto donna l'ordre d'une retraite générale, mais non sans que des avions américains attaquent 2 croiseurs japonais, en coulant un et en endommageant gravement l'autre. Le matin du 7, des équipes de contrôle des avaries montèrent à bord du Yorktown pour tenter de le sauver, mais il fut torpillé par un sous-marin japonais et envoyé par le fond. Si les deux camps avaient revendiqué la victoire lors de la précédente bataille de la mer de Corail, il ne pouvait y avoir aucun doute concernant Midway. Les États-Unis avaient détruit la principale force de frappe japonaise, 4 porte-avions et un croiseur lourd, 322 appareils et près de 5000 hommes et officiers. La flotte américaine du Pacifique, loin d'être détruite comme Yamamoto l'avait promis, avait remporté une victoire remarquable et, comme cela arrive souvent dans l'histoire militaire, elle l'avait obtenue face à un ennemi largement supérieur en nombre. Si l'effort japonais fut compromis par une mauvaise stratégie, des erreurs tactiques et la malchance, les Américains bénéficièrent d'un excellent renseignement, d'une organisation aéronavale efficace, d'un commandement tactique solide et surtout d'une grande part de chance. Malgré la perte d'un porte-avions, de 137 appareils et de 307 hommes, fit 47 personnes et en laissa 12 166 autres sans abri. L'année 1940 s'ouvrit par un raid dès le premier jour de l'année. Plus de 100 appareils décollèrent pour bombarder l'usine d'avions Focke-Wulf et d'autres objectifs industriels dans la ville de Brême. Le raid fut un succès et les pertes de la RAF furent faibles. Le pétrole constituait la cible principale cette année-là, mais le mauvais temps entrava les opérations durant l'hiver. En mars, une autre diversion survint, détournant les bombardements de ses objectifs pétroliers pendant 4 mois. La priorité passa à la défaite de la tentative allemande de couper l'approvisionnement alimentaire de la Grande-Bretagne et sa liaison avec les États-Unis. À la mi-mars, 17 nouveaux escadrons avaient été ajoutés à la force et, plus important encore, les premiers nouveaux bombardiers lourds entraient progressivement en service. Début 1941, la bombe à forte capacité fit ses débuts le 31 mars. 2 bombes de 4000 livres furent larguées sur Emden par des Wellington spécialement modifiés. Ces nouvelles armes furent complétées par une variété croissante de bombes incendiaires, souvent dotées de charges explosives qui dispersaient des matières enflammées sur une vaste zone. L'Amirauté, absorbée par sa campagne contre les sous-marins allemands menaçant les lignes vitales de la marine marchande britannique, pressa vivement pour que les escadrons de bombardement continuent d'être employés contre les bases de U-Boot et surtout contre les grands navires de guerre allemands Scharnhorst, Gneisenau et Prinz Eugen basés à Brest. À l'exception d'un dernier grand raid sur Gelsenkirchen, les 14 et 15 mars, les attaques contre le pétrole allemand diminuèrent au cours des 3 mois suivants. 28 attaques, d'une force moyenne d'environ 100 appareils, furent dirigées vers l'un ou l'autre des 3 principaux ports, Hambourg, Kiel et Brême. Hambourg figurait parmi les cibles les plus faciles à localiser en Allemagne, et les dégâts infligés y furent donc considérables. Les raids provoquèrent plus de 500 incendies, laissèrent environ 3700 personnes sans abri, et les chantiers de sous-marins Blom, Voss furent touchés à 2 reprises avec une précision considérable. Mais le raid sur Brême des 27 et 28 juin révéla un nouveau développement inquiétant dans les défenses ennemies. Les chasseurs de nuit allemands opéraient désormais en grand nombre. Le résultat fut le plus grand nombre de bombardiers perdus lors d'un raid nocturne, jusqu'alors 14 appareils,
sur une force de 108. Pour les jeunes hommes qui formaient les équipages de ces bombardiers, chaque sortie était un voyage vers l'inconnu. Ils volaient dans l'obscurité, à travers les faisceaux des projecteurs et le feu de la DCA, sachant que les chances d'achever un tour complet d'opération jouaient contre eux. Et pourtant, comme les pilotes de chasse au-dessus du Kent l'été précédent, il continuait. En juillet, l'état-major de l'air fut libre de revenir à une campagne de bombardement stratégique. Il était clair que la campagne précédente contre les installations pétrolières avait causé peu de dégâts et n'avait eu aucun effet majeur sur la production. Dans une directive publiée le 9 juillet 1941, le Bomber Command reçut l'ordre de désorganiser le système de transport allemand. Cela aurait pour effet d'isoler la Ruhr, cœur industriel, et d'empêcher tout mouvement de matériel de guerre vers le front. Si le temps au-dessus de l'Allemagne de l'Ouest, dans son ensemble, était mauvais, alors les cibles plus éloignées de Francfort, Mannheim et Stuttgart devaient être bombardées. En novembre 1941, le 105 Escadron reçut son premier exemplaire du révolutionnaire de Havilland Mosquito, le bombardier tout en bois qui annonçait toute une série de variantes du Mosquito destinées à devenir un facteur majeur de l'offensive de bombardement stratégique contre l'Allemagne. Mais le tournant véritablement décisif pour le Bomber Command survint le 20 février 1942 lorsqu'un nouveau commandant prit ses fonctions, l'Air Marshal Arthur Harris. 6 jours auparavant seulement, une directive de l'Air Staff, approuvée par le cabinet de guerre, avait ordonné au Bomber Command d'entamer une campagne prolongée de bombardements aériens au cours de laquelle de grandes cibles, des villes industrielles, devaient devenir des objectifs prioritaires pour les bombardements de nuit. Les 8 et 9 mars, puis les 2 nuits suivantes, des bombardiers guidés par le nouveau système de navigation G frappèrent la ville d'Essen. G se révéla être un excellent outil de navigation, bien qu'il ne fût pas suffisamment précis pour des bombardements à l'aveugle. Les 13 et 14 mars, après un raid sur Kiel, Harris se tourna vers Cologne. 135 appareils réussirent à décoller. 237 incendies détruisirent plusieurs usines et endommagèrent plus de 1500 habitations. Essen demeura la cible numéro 1 et, au cours des 2 semaines suivantes, Harris tenta encore 5 fois de l'atteindre. Puis vint la nuit qui changea tout pour le Bomber Command. Dans la nuit du 30 au 30 et 1 mai 1942, un total de 1046 bombardiers décolla en 2 vagues depuis des aérodromes de l'Est de l'Angleterre, à destination de Cologne. Ils furent précédés par 88 appareils effectuant des missions d'intrusion et de diversion pour dérouter les défenses allemandes. Jamais auparavant, les chasseurs de nuit allemands n'avaient eu une telle occasion en or. Mais aucun chasseur ne se présenta. Hitler, contre l'avis de ses commandants, avait commis une nouvelle erreur coûteuse. Il avait interdit à la Luftwaffe d'attaquer la RAF au-dessus du territoire britannique. S'il n'avait pas donné cet ordre, le premier raid de 1000 bombardiers aurait aussi pu être le dernier, peut être le plus coûteux jamais subi par le Bomber Command. À 23H14, les premiers bombardiers furent détectés par les radars allemands lorsque la formation franchit la côte néerlandaise. Il y eut étonnamment peu de résistance de la part des chasseurs de nuit, bien que la DCA fût considérable. À 0H45, les premiers éléments de la formation approchèrent de la cible. Ils convergèrent vers le centre de la ville. Ils arrivèrent et bombardèrent à un rythme d'un avion toutes les 6 secondes. Des bombes incendiaires s'écrasaient vers le sol, éclatant d'un blanc éclatant à l'impact, puis virant au rouge lorsque le bois prenait feu. Maison après maison, bâtiment après bâtiment se mirent à brûler. La vaste usine de caoutchouc fut touchée, puis la gare. Tandis que les bombardiers continuaient d'arriver, la lueur rouge était comme la lumière du jour. Les habitants de Cologne comprenaient désormais amèrement le sens des paroles du ministre de la propagande Goebbels. Nous sommes tous en première ligne maintenant. 90 minutes plus tard, tout était terminé. 13 000 habitations avaient été détruites. 45 000 personnes étaient sans abri. 1500 usines avaient été anéanties au-delà de toute réparation et 630 autres étaient gravement endommagées. Harris avait atteint ses objectifs principaux et reçu l'approbation pour une expansion massive future des forces. Cela marqua un véritable tournant pour le Bomber Command. En août 1942, une nouvelle formation d'une grande importance vit le jour. La Pathfinder Force, dont la mission était d'ouvrir la voie aux raids de bombardement et de localiser et marquer précisément les cibles avant l'arrivée du gros de la formation. Un autre moment significatif survint en décembre, lorsque des Mosquitos utilisèrent OBO, le nouveau système de navigation révolutionnaire, pour la première fois lors d'une opération. C'était le 20 décembre lorsqu'ils partirent bombarder l'usine de charbon de Lutherade, dans l'est de la Hollande. Le Bomber Command disposait désormais d'un système de bombardement à l'aveugle longtemps attendu. Alors que 1942
II touchait à sa fin, Harris commandait une force bien plus puissante. Cologne avait prouvé que la précision des frappes avait augmenté de 30%. La preuve finale du succès d'OBO fut confirmée lors de la première nuit de 1943, lorsque 2 Mosquitos équipés d'OBO, bombardant depuis 28 000 pieds à travers d'épais nuages, frappèrent le quartier général des chasseurs de nuit allemands près de Florennes, en Belgique. Les Lancaster, guidés par les Pathfinder, trouvèrent et attaquèrent avec un certain succès Düsseldorf, Duisburg et Essen. Au total, 43 raids majeurs furent menés entre mars et juin 1943. Les derniers coups portés à l'arure eurent lieu les 25 et 26 juillet, lorsque Harris envoya 705 appareils bombarder Essen, puis les 30 et 1 juillet, lorsqu'une force de 273 avions frappa la ville de Remscheid, une ville de l'arure qui n'avait pas été attaquée auparavant. Les 4/5 de la zone bâtie furent détruits et plus de 100 usines et bâtiments commerciaux furent mis hors service. Dans la nuit des 16 et 17 mai 1943, 19 Lancaster, spécialement modifiés du 617 escadron récemment formé, attaquèrent les barrages de la Meune et de l'Eder, ainsi que celui de la Sorpe, en utilisant des méthodes d'attaque précises et des charges explosives spécialement conçues. Ils détruisirent les barrages de la Meune et de l'Eder et endommagèrent celui de la Sorpe. Ce fut une opération d'une audace et d'une précision extraordinaire, et elle demeure l'une des plus célèbres de l'histoire de la guerre aérienne. À l'été 1943, le Bomber Command fut rejoint dans son offensive par les B-17 et les BIN-4 de la 8e Air Force des États-Unis, dont la concentration sur les sorties de jour les exposa d'abord à de lourdes pertes. Ces raids diurnes complétaient les assauts nocturnes de Harris. Cette offensive combinée de bombardements fut autorisée par une nouvelle directive des chefs d'état-major combinés, nom de code Point Blanc, datée du 10 juin 1943, exprimant l'inquiétude face aux pertes croissantes causées par les défenses de chasse de la Luftwaffe, de plus en plus étendues et efficaces. Point Blanc appelait à concentrer les attaques sur des cibles directement liées à ces chasseurs et à leur industrie de soutien. Hambourg fut ensuite visée en tant que deuxième ville la plus importante d'Allemagne. Il offrait de grandes possibilités comme cible de destruction de zones en 1943. Hambourg était le plus grand port d'Europe et la deuxième plus grande ville d'Allemagne, avec une population d'environ 1 million d'habitants dans la nuit du 24 au 25 juillet. 791 bombardiers décollèrent pour leur sinistre mission de destruction à 80 miles des côtes allemandes. Les Pathfinder déposèrent pour la première fois des marqueurs de route jaunes. Les équipages larguèrent des liasses de bandes de papier métallisé, nom de code Window, conçues pour paralyser le radar allemand. Tous, sauf 63 des 791 appareils, larguèrent 2277 tonnes de bombes explosives et incendiaires sur les zones bâties de la ville et du port. Mais le bombardement n'était que le début. Les incendies déclenchés par les engins incendiaires se transformèrent en un brasier déchaîné. Hambourg devint la première ville au monde à subir une tempête de feu. Le temps avait été très chaud et sec, ce qui fit brûler le bois facilement. Le feu se propagea et devint bientôt un immense brasier. La chaleur montante était si intense qu'elle créa un violent courant ascendant qui aspira de l'air frais au niveau du sol, atteignant des vitesses de coups de vent, voire d'ouragan. Dans la nuit du 27 au 28, le Bomber Command frappa de nouveau. Près de 800 bombardiers attaquèrent et 729 d'entre eux larguèrent 2417 tonnes supplémentaires de bombes. L'énorme tempête de feu continua, un enfer d'une telle férocité qu'il créa son propre système météorologique, ses propres vents, sa propre terrible logique. 2 autres raids achevèrent la terrible destruction de la ville ancienne. La bataille de Hambourg fut l'une des séries d'opérations les plus concentrées et les plus réussies menées par le Bomber Command. En termes de destruction, les résultats furent sans précédent. Mais, en termes de souffrance humaine, ils dépassaient presque l'entendement. Hambourg obligea les deux camps et le monde à affronter ce que signifiait réellement le bombardement stratégique poussé à son extrême logique. Le prochain objectif de Harris était Berlin, la grande ville comme l'appelaient les équipages de bombardiers, à partir des 18 et 19 novembre 1943. Au total, 6 raids majeurs furent lancés contre la capitale allemande. Ces attaques dévastèrent plus de 2000 acres de Berlin, tuèrent près de 6000 habitants et laissèrent 1,5 million d'Allemands sans abri. Le coût pour le Bomber Command ne fut pas négligeable. 492 bombardiers et leurs équipages furent portés disparus dans le plan Point Blanc qui avait commencé au début de 1943 et culmina fin février 1944 lorsque, pendant 6 jours et 6 nuits, à partir du 23 février, le Bomber Command et la 8e Air Force des États-Unis s'unirent dans ce qui fut appelé la Big Wee, larguant 16 506 tonnes de bombes sur l'Allemagne. Ce fut une fureur de destruction concentrée visant directement la capacité de la Luftwaffe à défendre le Reich. Le ciel au-dessus de l'Allemagne
l'Allemagne était devenu l'espace aérien le plus dangereux au monde, et les deux camps savaient que celui qui le contrôlerait déterminerait l'issue de la guerre. En préparation de l'opération Overlord, une nouvelle directive fut adressée au Bomber Command, le plan de transport. Sachant à quel point les armées allemandes dépendaient du réseau ferroviaire, il s'agissait d'un plan d'attaque majeur contre les systèmes de transport ferroviaire dont on espérait qu'il créerait un vide ferroviaire entre l'Allemagne de l'Ouest et la côte française. La tâche fut partagée entre le Bomber Command et la 8e Air Force. Au total, depuis l'assaut initial jusqu'au coup final du jour J, les 2 et 3 juin, le Bomber Command mena 69 attaques de ce type. Les dégâts furent énormes. De Cologne et Aix-la-Chapelle, en passant par Gand et Courtrai, jusqu'au centre autour de Paris et aussi loin que Le Mans et Orléans. Les voies ferrées devinrent des scènes de désolation. À la fin d'août 1944, alors que les armées alliées déferlaient à travers l'Europe vers l'Allemagne, le chef d'état-major de l'air demanda que le Bomber Command soit libéré du contrôle direct d'Eisenhower, afin de reprendre l'offensive de bombardement purement stratégique. Les cibles prioritaires étaient désormais définies comme les raffineries de pétrole allemandes et les industries de guerre restantes, tandis que le système de transport allemand, ainsi que les usines de production de chars et de camions, recevaient une priorité secondaire. La machine de guerre allemande était en train d'être immobilisée à l'automne 1944. Le Bomber Command poursuivait également ses opérations de mouillage de mines, très productives, et ses opérations maritimes allaient bien au-delà, attaquant des abris de sous-marins et frappant les villes côtières de Königsberg, Stettin, Brême, Emden, Kiel et Wilhelmshaven. Au début de 1945, la production allemande de pétrole et de carburant avait déjà diminué jusqu'à n'être plus qu'un mince filet, privant d'approvisionnement les avions, les chars et les transports, qui continuaient à combattre désespérément sur tous les fronts. Harris continuait à s'en tenir à son credo personnel du bombardement de zone. Puis, une nouvelle situation militaire émergea. L'offensive russe victorieuse, qui avait commencé à la mi-janvier, pénétrait profondément en territoire allemand. À mesure que les Russes avançaient en Silésie, il devint évident que des attaques aériennes contre les villes d'Allemagne de l'Est, qui se dressaient sur leur route, pourraient puissamment soutenir leur progression. Lors de la conférence alliée de Yalta, les Russes demandèrent la coopération des Alliés pour un bombardement massif de toutes les communications en Allemagne afin d'empêcher tout renforcement du front de l'Est. Après quelques jours de mauvais temps, le 13 février, le Bomber Command était prêt pour l'assaut contre une ville allemande sans méfiance. Après un vol de 10 heures, la première vague de bombardiers s'approcha de Dresde. La ville en contrebas était mal préparée à son sort. Les incendies qui s'ensuivirent pouvaient être vus à 80 km de distance. C'était une scène de dévastation totale. La ville avait disparu, remplacée par un amas de décombres et de bâtiments en flammes. Les équipes de secours luttaient pour libérer les survivants piégés dans les abris souterrains. Les pompiers ne pouvaient faire face au nombre écrasant d'incendies. Cette ville autrefois fière et magnifique était désormais envahie par les flammes et la fumée. De nombreuses personnes étaient mortes dans les abris, écrasées sous le poids des décombres. Beaucoup d'autres étaient piégés, mais les sauveteurs ne purent les atteindre à temps et des centaines périrent par asphyxie. Plus de personnes moururent à Dresde qu'à Hiroshima ou Nagasaki. Dès les premières heures de la guerre jusqu'au dernier vol au-dessus d'une Allemagne nazie totalement en ruine, les hommes du Bomber Command ne faillirent jamais à leur mission, revenant nuit après nuit dans les cieux mortels au-dessus de l'Europe.